Aujourd'hui, à Demain l'agriculture, on est à Yamachiche, à la ferme Le Crépuscule, où on vient rencontrer Jean-Pierre Clavet, qui est producteur de volailles biologiques. Suivez-moi! Bonjour Amélie. Bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Oui, ça marche. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Oui, moi aussi, Donc, on va aller... Merci, on va aller faire le tour de votre ferme. OK. Puis j'ai bien hâte de voir ça. OK, d'accord. OK, alors je vous présente ma conjointe, Debbie, qui est omniprésente, sinon permanente, 100% du temps ici sur la ferme. Bonjour. Ma fille qui vient d'avoir un bébé, Eliane, et sa petite fille Élise. Bonjour. Ma participation sur la ferme, alors mes tâches, moi, ça regarde le maraîcher, à la salle des commandes, dans la distribution. Jean-Pierre et moi, on a chacun nos tâches. Jean-Pierre travaille au froid dans le congélateur et moi, je suis à la caisse. Donc, la préparation des paniers, si on peut dire, des sacs congelés. On fait ça sur à peu près 2 jours. Et le tout, on boucle le voyage pour le mercredi et le jeudi pour nos clients fidèles. Et le maraîcher, bien, on s'en occupe pas mal les deux. Les animaux, c'est surtout Jean-Pierre. Et puis moi, je suis son assistante. On a beaucoup de plaisir ici. On s'ennuie pas. Moi, ce que je faisais avant mon congé de maternité, c'était les commandes dans le congélateur. Donc, mon père a repris ce que je faisais avant mon congé de maternité. Puis, je faisais ça en gros, je pense que c'était pas mal, ça fait longtemps, hein? Je pense que c'était pas mal ça. J'étais polyvalente, je faisais un peu de tout, mais je préparais vraiment les commandes dans le congélateur avec Debbie. Puis, Eliane s'occupait aussi de la communication, le site Internet qui est très important pour nous. Ouais. C'est notre source principale de publicité. Avec les infolettes, Facebook et autres. Ouais. Puis, il y a toujours les petites tâches aussi qui sont très importantes, quotidiennes. Les poules pondeuses, vérifier le troupeau, vérifier dans les poulaillers, voilà. Ça résume. Ça résume, oui. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement du métier d'agriculteur? C'est le contact privilégié avec la nature. J'irais plus loin que ça, je dirais la symbiose. On est vraiment choyés, vraiment. Il y a la liberté aussi, la liberté d'avoir... tu fais pas ton horaire comme tu le souhaites nécessairement à tous les jours, mais c'est une certaine liberté d'être en harmonie aussi avec la nature puis avec les animaux qu'il y a sur la ferme. Donc, si on parle un peu de la relève, qu'est-ce qui va arriver quand vous allez arriver à un âge assez vénérable et que vous allez avoir plus de difficultés à gérer la ferme? Est-ce qu'il y a de la relève pour la ferme? Pour l'instant, c'est dans le vague. C'est dans le vague. Jean-Pierre a 3 enfants adultes. Et non, pour l'instant, ça se dessine pas. C'est probablement dans les prochaines années proches qu'il pourrait y avoir un élément déclencheur, disons. Ça serait bien. On le souhaite, mais chacun fait ses choix. Les enjeux majeurs, je pense, tu me diras si tu partages, Eliane, là, c'est que ça dépasse les tâches après 5 heures, comme un emploi régulier.
C'est la fin de semaine aussi. La ferme, c'est 7 jours. Il y a aussi l'aspect important que quand on prend la relève, c'est difficile de quitter quand il y a des animaux. Les animaux, c'est nos bébés, là. Il y a des tâches tout le temps, mais s'éloigner de la ferme, c'est une crainte. Bien, c'est du 365 jours par année. 7 jours sur 7, beau temps, mauvais temps, puis de nuit aussi. Fait que c'est... Tu sais, je le vois aussi quand eux veulent partir. Des fois, s'éclipser le temps de quelques jours parce que c'est du sport. Moi aussi, je suis une personne concernée par l'environnement, donc je regardais pour acheter des produits bio dans la région. Puis un moment donné, j'ai proposé à Jean-Pierre s'il y avait besoin de main-d'œuvre, que je serais bien intéressé à travailler. Moi, j'ai un diplôme en électronique. J'aurais pu travailler là-dedans, mais j'ai décidé moi aussi de laisser tomber tout ça pour quelque chose de plus engagé socialement. Bien, c'est connecté à la vraie vie, en fin de compte. Au lieu d'être devant un écran d'ordinateur, on est en train de tuer à produire de la nourriture, ce qui est réellement la base. Donc, je sens que je fais la bonne chose. Je suis arrivé en bateau, en fait, en 1989, dans le port de Trois-Rivières, alors que c'était pendant l'hiver. Puis l'hiver, il n'y a pas de navigation pendant la nuit sur le fleuve. Et à ce moment-là, mon ex-conjointe, la maman d'Éliane, est enceinte. C'est notre premier enfant qui arrivait. Fait que c'était tout, ça prenait beaucoup de place. Fait que de me voir continuer à naviguer pendant 12 mois par année, je vais essayer de trouver un travail à terre, qu'on appelait dans le temps. Fait que j'ai pu trouver un travail à Trois-Rivières, dans le port de Trois-Rivières, qui m'a amené à faire l'achat de la première terre en 1990. 90, c'est ça, ici à côté. Et par la suite, il y a eu d'autres terres qui se sont greffées, là, mais à l'origine, j'étais pas issu d'un milieu agricole du tout. Puis comme je disais souvent, quand j'ai acheté en 90, c'était abandonné. Et j'ai commencé avec une vache et un cheval, ça a commencé comme ça. Bien, surtout, ça donne un sens parce que je trouve ça passionnant de faire ce qu'il y a à faire. Et puis, de me voir retourner dans la marine ou autre, là, je ne trouverais pas ça agréable de le faire pour les raisons que je connais maintenant. Pour l'argent, oui, c'est agréable, mais pour d'autres raisons, pour enrichir des actionnaires, ça me tente moins. Fait que c'est pour la raison pourquoi que j'ai continué à faire ce que je fais là, ici présentement, envers et contre tous. Est-ce que vous diriez que votre ferme, c'est une de vos plus belles réussites dans votre vie? Bien, ça dépend sur quel plan. Là. Sur le plan travail, oui. Sur le plan social, je dirais oui aussi, parce qu'on touche à beaucoup de gens. Sur le plan familial, ça, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas autant de temps consacré avec notre famille qu'on le souhaiterait pour les loisirs ou autres. Mais je te dirais que dans l'ensemble, oui, parce que ça prend tout l'espace de ma vie, oui. Où est-ce que vous verrez votre ferme dans 5 ans environ? Dans 30 ans. Dans 30 ans, peut-être, on ne sait pas, oui. Bon, dans 5, 30 ans, je fais des farces parce que j'ai quand même 61 ans, j'aurai 91 ans. Mais n'empêche que ce que je souhaite, c'est que ça puisse continuer. Si ça ne continue pas, à tout le moins, bien, j'aurais au moins essayé de faire ma part parce que je me dis, avec tout ce que je vois, tout ce que j'entends, que tout se défait à gauche pas à droite, c'est que j'essaie d'amener mon petit bout pour aujourd'hui, ce que j'ai à faire. Comme je disais souvent pendant l'entrevue, c'est que tant que les gens vont aimer ce qu'on fait ici, je vais continuer à le faire. Puis la journée qu'ils n'en voudront plus, on va arrêter. Mais parce que justement, les gens apprécient ce qu'on fait, bien, moi, ça me donne le leitmotiv à continuer encore à faire ce qu'il y a à faire. Bien, comme je disais, moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Je suis certifié par Québec Vrai. C'est un organisme sans but lucratif.
Et souvent, on a décrié des choses pour que le gouvernement puisse aider les agriculteurs, dont récemment, l'organisme a demandé à ce que le gouvernement paye les frais de certification. C'est pas que c'est une grosse affaire, mais déjà là, ça serait un pas en avant. Et actuellement, on sait que c'est pas le pollueur-payeur qui a à payer la facture. La facture, c'est souvent le biologique qui a à payer la facture, dans le sens que c'est un producteur, ce qui n'est pas le cas ici. Je suis chanceux, je suis entouré de mes terres, puis il n'y a pas de producteur conventionnel aux côtés. Mais s'il y a un producteur conventionnel qui fait des épandages de n'importe quelle nature, on est obligé d'enlever 25 pieds du long de notre terre bio, en fait, de scraper notre production de ce 25 pieds-là. Donc, quand on dit souvent sur le marché que c'est le pollueur-payeur, mais c'est pas le cas dans l'agriculture biologique encore. Fait que, les pistes de solutions, j'en ai pas vraiment. Si on attend après le gouvernement, comme dans bien d'autres choses, je pense qu'on va attendre longtemps. Moi, je dis souvent que c'est le consommateur qui devrait dire, écoute, moi, je veux payer plus cher pour mon alimentation parce que je le sais, qu'est-ce qu'il y a la différence entre l'autre et la biologique. Et c'est ce qu'on est en train de voir tranquillement. Mais c'est sûr que les gens ont des budgets X, Y, Z. Il y en a que leurs priorités ne sont pas en même place. Fait que tant que la nourriture ne sera pas aussi importante que le gaz qui est mis dans les autos, même si les gens chialent parce que le prix du gaz est cher, ils en mettent pareil. Bien, je pense que ça va être toujours aussi difficile pour les biologiques. Puis le conventionnel, on n'en parlera pas parce que le conventionnel ont toujours eu de la difficulté à faire le frais dans l'agriculture conventionnelle. Puis le prix des grains, exemple, est vraiment pas le prix du grain biologique. Puis pour avoir été sur le CA l'année passée, je peux te dire que l'organisme de certification Québec Vrai, comme ça a toujours été, puis comme je pense les autres organismes ont, c'est que c'est pas nécessairement aussi facile pour eux parce qu'il y a beaucoup de frais. Il y a maintenant le CAR TV, qui est un organisme paragouvernemental qui sont là pour gérer les certificateurs au Québec. Et eux sont gérés par le Biologique Canada. Et ce que j'ai su récemment, c'est l'ACIA, c'est l'Agence canadienne d'inspection des viandes, qui va prendre le contrôle de tout ça. Alors tout ça, ce que je veux dire comme message, là, c'est que c'est beau faire de l'agriculture biologique, de mettre des graines aux oiseaux, mais tout ce qui gère cette agriculture-là vient aussi souvent nous mettre des bâtons des roues et ça nous amène des frais supplémentaires pour des analyses sans bon sens. Exemple, je vais te donner juste un exemple. Ici, on est desservi par un aqueduc de l'eau des montagnes, ici, le bouclier canadien qui vient de Saint-Élie-de-Caxton. Saint-Élie-de-Caxton, l'eau est analysée par notre municipalité, mais ces analyses-là ne font pas l'affaire ni des certificateurs et ni des... on a un autre programme là, des éleveurs de poulets du Québec. Ils nous demandent un échantillon à part à 70 pièce. Je te donne un exemple. Donc, ça nous demande du temps. Ça nous demande des argents de plus pour répondre à leurs demandes bureaucratiques que j'appelle. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pas le but de la rencontre, mais je voulais dire que si on a tant de difficultés que ça, il faudrait nous laisser travailler à un moment donné et arrêter d'être sur notre dos tout le temps. Parce que nous, on est régi par le programme de salubrité aux animaux. Récemment, j'ai entendu que la Société protectrice des animaux, parce qu'on est dans un mode électoral actuellement, veulent s'emparer de la loi qui a passé en 2015, qui veulent même venir sur les fermes, venir nous surveiller. Alors, il y a eux autres aussi qui s'ils rentrent dans le décor, ça va être beau. Il y a l'organisme de certification biologique, c'est bien correct qu'ils soient là aussi. On a le MAPAC, on a le ministère de l'Environnement, on a plein d'organismes de même qui fait qu'on est toujours entravé dans nos travaux manuels. On est des manuels, puis le monde le savent, des manuels, il n'y en a presque plus, que ce soit pour travailler dans un restaurant, même travailler sur une ferme. Je suis chanceux, un matin, j'ai 2 employés, mais c'est pas toujours comme ça. Bien souvent, je suis tout seul avec ma conjointe. Alors, il faudrait laisser travailler les manuels un peu plus, puis arrêter que la bureaucratie nous étouffe. C'est ce que j'aimerais que les gens comprennent un jour. Quand j'ai commencé, encore, je reviens toujours à ma vieille histoire, en 1990, c'est quand même pas si vieux, mais il n'y avait pas de problème d'abattage aucun, de transformation dans la région. Pour nous, on allait jusqu'à Sainte-Ursule, on allait à Saint-Paulin, on allait à Trois-Rivières. On était assez bien desservis, soit pour abattre ou transformer les viandes. Et avec l'avènement de l'industrialisation de l'alimentation, comme je disais tout au long du reportage, c'est qu'on s'est retrouvé que toutes ces petites entités-là, ces petites entreprises-là ont fermé une après l'autre. Aussi, le gouvernement s'en est mêlé en mettant des exigences de plus en plus élevées, à la même grandeur, à la même hauteur que les industries, ce qui n'a pas aidé du tout. Les gens en particulier ont bien voulu suivre la cadence, mais pas à la vitesse que l'industrie le fait. Et ça a fait qu'on a tout perdu nos installations. Donc maintenant,
je suis obligé de faire abattre mes poulets. J'ai été obligé de m'acheter une remorque spécifiquement pour transporter mes poulets adéquatement, confortablement, jusqu'à Drummondville, qui est à 85 km d'ici. Mais parfois, là, ils viennent de prendre un grand contrat, cette entreprise-là, avec une grande compagnie industrielle, comme je disais tantôt, qui fait qu'ils sont en train de me sortir graduellement. Donc là, je suis obligé de me ramasser à Saint-Henri-de-Lévis ou sur l'île d'Orléans, ce qui est quand même plus loin qu'aller à Drummondville, ce qui n'est quand même pas l'idéal pour tout là, ce qu'on parle, que ce soit les gaz à effet de serre et tout, là, et même pour la fatigue du producteur. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a acheté l'ancien abattoir Massicotte que depuis les années 2000 que je faisais affaire là-bas. Et parce qu'ils voulaient fermer les portes, on a racheté ça en coopérative avec 3 autres producteurs agricoles. Et là, on a gardé le côté transformation, c'est-à-dire que les carcasses arrivent là-bas puis sont transformées là-bas. Et là, ce qu'on essaie de refaire, c'est de remettre l'abattoir en marche seulement que pour la volaille, parce qu'on n'a plus d'abattoir pour la volaille sur la Rive-Nord actuellement. Il n'y en a plus. On ne parle pas de Flamingo à Berthier où ils abattent 7000 poulets à l'heure. On n'est pas là parce que moi, quand je fais abattre du poulet, idéalement, je ferais abattre 100 à 200 poulets par semaine, ça serait bien correct. Mais là, à cause de ça, je suis obligé d'en faire abattre un plus grand nombre à la fois. Donc, c'est pas nécessairement évident non plus quand on est dans la production des viandes d'avoir les facilités. C'est ce qui s'est produit avec l'avènement industriel. Les premières années ici de la ferme, j'ai essayé de convertir bien des gens au biologique dans les années 90. On était les précurseurs, les premiers à faire du poulet biologique avec quota. Un quota, c'est un droit de produire d'un nombre de kilos par année de poulet. Puis, graduellement, je me suis un peu découragé de ça parce que je pense que quand l'humain n'est pas rendu dans son éveil ou dans sa conscience, n'est pas rendu là, ça va être bien difficile de l'amener à faire un changement. C'est bien plate. On dirait que l'humain est obligé de frapper un mur, que ce soit un cancer, que ce soit un accident, que ce soit dire, voyons, qu'est-ce que j'ai fait tout pas correct pour être rendu là. Alors, c'est ça que je suis un petit peu découragé, de sorte que maintenant, ce que je fais, je vais plutôt par l'attrait plutôt que la réclame. On a eu beaucoup d'émissions de télévision qui se sont faites ici, que ce soit Daniel Pinard, Les Pieds d'un plat, que ce soit l'émission L'épicerie, bon, j'en passe, là. C'est que ça fait un feu de paille, les gens, oh, wow, c'est beau, puis souvent ils mettent les belles images, c'est bien sûr, puis ça fait un feu de paille, puis après ça, les gens, on les revoit plus. Puis ici, moi, ce que j'aime ici maintenant, après 30 ans, c'est que je vois vraiment les gens qui restent avec nous. Depuis année après année. Il y a même des anciens clients qui sont partis pour différentes raisons que je ne connais pas, puis souvent ils reviennent parce qu'ils savent qu'on est là, puis ils savent qu'on a un produit de qualité qui est parfois plus cher que ce qu'ils sont habitués de voir sur le marché, mais les gens sont en mesure de goûter la différence, puis surtout de connaître la provenance. Ce qui est important dans le biologique aujourd'hui, c'est que même des gens prennent l'appellation biologique alors qu'ils ne le sont pas du tout. Il y en a qui prennent l'appellation naturelle, dite naturelle, disent « Ah, c'est comme du bio, mais c'est pas du bio, on ne voulait pas chercher la certification. » Fait que là, moi, je me dis toujours, dans ce temps-là, il y a anguille sous roche peut-être à quelque part, parce qu'il n'y a rien qui va contrôler ces gens-là, à dire est-ce qu'on va mettre, ils vont mettre de l'Ivomec sur le dessus de la colonne vertébrale de l'animal pour contrôler les parasites internes. Exemple. Il n'y a rien qui va les contrôler. Les OGM qu'on connaît, il n'y a personne qui va les contrôler. Personne ne va les contrôler, ces pesticides, et le reste, qui fait que quand tu es en mesure de dire que tu es certifié biologique puis que tu connais ton producteur ou ta productrice, d'où est-ce que ta nourriture vient, tu es pas mal plus en voiture que de dire tu as une belle appellation bio, là, mais tu sais pas où ça vient. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Puis là, d'autant plus que maintenant, depuis 10 ans, on est dans le mode industriel bio, que j'appelle, c'est moi qui dis ça. On est dans le mode industriel bio pour faire plus de profit, faire plus d'argent, aller saisir l'opportunité qu'il y a avec la masse, parce que la masse, oui, il y a un certain réveil que les gens veulent manger plus sainement. Mais je trouve ça dommage, souvent, c'est comme, c'est pas la qualité du bio que j'ai connu depuis 30 ans. C'est vraiment pas ça qui se passe. Fait que, juste finir là-dessus, c'est que je trouve qu'on est en train de refaire le même pattern que tuer l'autre agriculture conventionnelle, c'est-à-dire de faire des grosses productions de masse, puis diminuer la qualité, à niveler vers le bas. Moi, je pense que ça prendrait plus de petites fermes, des gens qui sont plus consciencieux, qui ont le temps de faire des choses, puis que les gens de la ville ou les gens des environs partent et disent « on va aller voir notre producteur, c'est lui ». Quand on appelle un fermier de famille chez Équiterre, c'est vraiment le sens que ça devrait y avoir. Moi, ici, la ferme n'existerait peut-être pas si je ne vendrais pas autant de produits qui viennent de l'extérieur de la ferme. C'est-à-dire qu'on vend d'autres choses pour de la revente, qu'on appelle, pour rester en vie. Parce que juste l'agriculture comme telle, un poulet, quand on parle
tout ce qu'il y a autour du poulet. On parle de 3,5 $ environ pour abattre un poulet. On parle d'environ pas loin d'1 $ pour l'achat. On est rendu à 4,5 $. Après ça, il faut le nourrir. Toutes les infrastructures, les frais fixes, c'est-à-dire l'électricité, le gaz naturel. Quand on met tout autour d'un poulet, la marge qui reste en bout de ligne, il n'en reste pas gros. Alors, c'est pour ça que l'économie d'échelle qu'ils font dans l'industrie actuellement, puis ils sont en train de le faire dans le bio, comme je disais tantôt, c'est que ils produisent tellement de poulets, exemple sur 2-3 étages dans le conventionnel, comme vous êtes habitué de voir, les gros poulaillers, c'est que s'ils sont capables d'aller chercher quelques sous par poulet, quand ils envoient des poulets, c'est vraiment extraordinaire. Mais quand que tu fais juste, exemple, moi, quand que le camion vient ici du couloir Ramsey à Saint-Félix-de-Valois, parce que j'achète mes poussins là depuis des années, ces poulets-là sont destinés pour le biologique. Ils ne sont pas débéqués, ils ne sont pas dégriffés, ils n'ont pas eu aucun traitement. C'est ce que je demande depuis des années. Quand que le monsieur arrive ici avec ses 1000 poussins, dans le même camion, il en contient 70 000. Même monsieur fait 5 voyages par jour, puis il y a 5 camions au couloir Ramsey par jour. Fait que vous comprendrez que mes 1000 poussins, moi, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Puis je reviens à mon idée de tantôt, pour rester en vie avec une ferme comme ça, comme à petite échelle comme ça, il faut vraiment que les gens soient prêts à payer le prix que ça coûte, parce que sinon, c'est très, très difficile de rester en vie. Moi, je le vois, moi, je dis souvent, quand les gens ont passé le cap du 10 ans, de vivre seulement avec leur production, ils vont passer au travers. Mais j'en ai vu tellement depuis 30 ans qui sont arrivés, qui sont partis, qui ne sont pas restés, parce que c'est pas nécessairement évident. Moi, j'avais des parents qui avaient la maison où j'ai appris l'agriculture, tantôt à Saint-Didas. On allait chez M. Turcotte, dans le centre du village, à Saint-Cuthbert. Puis, on partait de Montréal, on allait chez le père Turcotte, c'est pas cher chez le père Turcotte. Ça, c'est la mentalité de mes parents. C'était pas cher, puis ils les aimaient bien, puis ils s'aimaient bien, tout le monde s'aimait bien. Mais moi, j'ai été avec cette mentalité-là jusqu'à temps que j'aille les deux pieds dedans. Alors, quand j'achète un producteur, quel qu'il soit, que ce soit mes grains, que ce soit n'importe quoi, je ne suis pas là en train de bargainer, à dire, tu me le ferais-tu à moins cher, je t'en achète plus. Parce que je le sais trop, l'ouvrage qu'il y a en arrière. Puis le sacrifice humain, souvent que ça prend des heures de travail sans fin, les fins de semaine, des vacances qu'ils n'ont pas, et ainsi de suite. Ce qui fait que moi, de bargainer un producteur agricole, je suis vraiment pas à l'aise de faire ça. Alors, je le fais pas. C'est ici qu'on transforme toute la moulée pour les animaux de la ferme, en fait, toutes les volailles. Puis aussi les moulées qu'on vend aussi à l'extérieur de la ferme. Fait que c'est des nourritures, parce qu'il y en a plusieurs sortes là, pour différentes espèces. Il y a toujours au moins 6 à 7 sortes de grains, dont des grains, je dois le dire, là, qui viennent de la maison Orphée, qui font des huiles de première pression à froid de Québec. C'est pour l'alimentation humaine. Et le moulin Les Cèdres, à l'autre côté de Vaudreuil. Donc, on travaille avec ces ingrédients-là, plus le maïs, puis le soya que tout le monde connaît. C'est bien sûr que tout est bio. C'est des huiles aussi que j'ai introduit. J'ai introduit des algues marines aussi récemment, biologiques aussi, pour améliorer le système immunitaire des animaux. Fait que, bref, le plus que je peux en mettre dans les recettes, le mieux que c'est pour la santé des animaux, puis aussi le goût des œufs ou des viandes qui vont en résulter. Alors, c'est ici qu'on fabrique tout ça, ici, dans cette pièce-là, ici. Les mélanges sont faits avec l'aide d'un nutritionniste, puis le nutritionniste me dit les proportions que je dois mettre dans chacun des grains que j'utilise ou les condiments. Je ne sais pas m'appeler ça, le condiment c'est en cuisine, là, mais c'est un peu une recette de cuisine aussi que je fais là, parce qu'avec toutes les sortes d'ingrédients que je mets, c'est très appétant aussi pour l'animal. Quand on le sent nous autres mêmes, ça donne le goût même d'en manger, tellement que ça sent bon. Pour te donner une idée, ici c'est une ferme multidisciplinaire. C'est assez compliqué pour les agronomes de ce monde parce qu'habituellement les agronomes de ce monde ne font qu'une sorte de céréales ou seulement que de la céréale ou seulement qu'un élevage
dans le lait ou dans le porc, alors qu'ici, c'est multidisciplinaire. Ce que je voulais recréer, c'était un peu la ferme que j'ai connue, où j'ai appris mon expérience à Saint-Didas, pour te nommer l'endroit. C'est que j'ai appris l'agriculture dans les années 60 là-bas, puis dans les fermes qu'il y avait là-bas, et j'ai aimé beaucoup ce qui se faisait à l'époque. Donc c'était un peu ça que j'ai ramené ici. Fait qu'ici, on touche à peu près à tout, comme c'était dans l'ancien temps. Donc là, on va se rendre aux poules pondeuses. On a des œufs pour notre clientèle et pour nous autres. Et surtout dans le temps des sucres, on utilise beaucoup d'œufs dans le temps des sucres parce qu'on sert des repas de cabane à sucre. Bio, bien sûr. Fait que c'est ici qu'ils viennent pondre dans les nichoirs, ici, vous voyez ici. Et puis, ils ont accès dans le biologique, les animaux doivent tous aller à l'extérieur. Fait que dans le jour, ils sortent et ils rentrent comme ils veulent. Le soir, on ferme la porte contre les prédateurs, puis ils viennent s'ajouter, puis ils sont très heureux d'être ici. Encore là, avec la moulée, je vous ai montré tantôt, là, 6 à 7 sortes de céréales, là, vraiment, ils sont heureux de manger cette nourriture-là. Puis surtout, le goût du jaune d'œuf est incomparable avec d'autres sortes d'œufs que j'ai essayées en étant très, très objectif. On n'a pas de quota là-dedans parce que j'ai des quotas dans d'autres choses. Mais ici, on est à 99 pondeuses là, pour les besoins essentiels de notre famille et notre clientèle. Fait qu'on en manque tout le temps. On est obligé de marquer sur notre site Internet souvent non disponible parce que nos œufs sont très en demande. On va aller voir le troupeau de boucherie. Parfait. J'ai 2 camions de livraison, 2 camions parce qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre. Puis nécessairement, comme je viens de dire, on n'est pas beaucoup d'employés ici, donc un chauffeur, c'est moi. J'en conduis un à la fois. Tout dépendant de la route, des besoins qu'on a. Comme cette semaine, je fais toute la couronne sud de Montréal en commençant par Drummondville, Saint-Hilaire, aller jusqu'à Candiac. On a une garderie à Chambly. Après ça, je fais toute l'île de Montréal, toujours sur la même route. La même route me dure environ 14 heures avec le camion qui est là. Et en même temps, je m'en vais avec mes produits et je reviens avec des sous-produits, comme je disais tantôt, pour mes animaux. Je ramasse des tourteaux de soya qui sont biologiques dans la région de Saint-Hilaire. Et après ça, je m'en reviens à la fin de la journée avec des sous-produits pour mes animaux. Quand je vais faire la route que j'appelle du West Island, qu'on appelle dans l'ouest de l'île de Montréal, je me rends, comme je disais tantôt, au Moulin-les-Cèdres, qui est l'autre côté de Vaudreuil. Je ramasse des sous-produits pour mes animaux. Quand je vais à Québec, livrer pour mes clients, c'est pareil. Je m'arrange toujours partir avec des produits et revenir avec des produits. Fait que le plus possible, j'essaie de rationaliser, sortir qu'une fois par semaine. Puis quand que je sors, il y a bien des choses à faire pendant cette route-là. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Les 2 camions, je suis quand même fier parce que quand j'ai commencé à livrer en 1990, j'ai livré avec l'aide d'une Chevette que j'ai encore. Une Chevette, peut-être que vous autres êtes trop jeunes, vous ne connaissez pas ça. Mais c'est un petit char comme on a ici, une vieille voiture là, qui fonctionne encore. Là, mais je livrais avec ça là, pour quelques clients à Montréal, la région ici. Puis graduellement, ça a augmenté avec le temps. Et on livre dans le bas du fleuve, là, la jonction de la Gaspésie puis du Bas-Saint-Laurent avec un système de transport qui est déjà sur route, une vanne, comme on peut appeler ça, là, qui livre jusqu'à Montjoly. Puis à Montjoly, les gens vont chercher leur matériel là-bas. Parce que dans ces coins-là aussi, avec la moulée qu'on fabrique ici de qualité, comme je disais tantôt, c'est que les gens nous connaissent pour ce qu'on fait en termes de moulée de qualité. Puis aussi en termes de qualité de nourriture, parce que la nourriture aussi, on livre régulièrement au restaurant Toqué à Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez le restaurant Toqué. Le Toqué, c'est quand même un restaurant qui a une très bonne presse. Et ça fait au-delà de 20 ans maintenant, Normand Laprise et moi, qu'on travaille ensemble. Quand on rentre au restaurant Toqué, c'est parce qu'habituellement, notre matériel est assez bon. Fait que c'est de même dans l'ensemble de la ferme. On va continuer pour aller voir les animaux de boucherie. Ici, je produis principalement des œufs, comme je disais tantôt un petit peu. On a un troupeau de boucherie, après ça, du poulet, ce qui nous a fait connaître, puisque notre fer de lance, je pourrais dire, c'est le poulet. Puis la dinde, récemment, j'ai acheté un quota de la relève ou de débutant, je ne sais pas m'appeler ça. Là. En tout cas, ils ont accepté de me vendre un quota de dinde l'année passée.
ce qui nous permet de faire un petit peu de dinde à chaque année. Parce que celle qui faisait de la dinde à Sainte-Julienne, biologique, elle a arrêté pour s'en retourner dans le conventionnel. Parce que dans le conventionnel, comme je disais tantôt, c'est pas tout le monde qui sont prêts à payer le prix que ça vaut. Et c'est pas nécessairement évident. Surtout dans les viandes, c'est assez dispendieux, j'en conviens. Mais les gens, habituellement, restent avec nous parce que c'est bon. Je dois dire, je l'avais oublié, mais on a aussi des ruches sur la ferme. C'est un producteur de miel qui est non bio, mais qui fait des fraises bio et tout ça à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ici, pas tellement loin d'ici. Puis lui, il m'a demandé de mettre ses ruches ici, et sur d'autres fermes, il le fait. Puis il a convenu qu'ici, c'était la plus grosse partie de sa production était ici. Il trouve ça très encourageant parce que les autres places qui déposent ça, c'est pas nécessairement certifié bio, donc possiblement qu'il y a des herbicides d'utiliser, ce qui n'est pas nécessairement bon pour les abeilles, on le sait. Alors, il est vraiment heureux puis de mettre ses ruches ici. Puis moi, je suis content. Je dis, écoute, le miel qui va être produit ici, je vais l'acheter pour ma clientèle. Fait que c'est une section que je n'ai pas certifiée parce qu'à chaque certification qu'on demande, il y a toujours plusieurs centaines de dollars en jeu, qui fait que je n'ai pas fait certifier le miel qui vient de chez lui. Mais il reste que c'est du très bon miel. Puis quand je vais semer les champs, je m'arrange qu'il y ait du trèfle blanc pour les abeilles. L'année passée, on a eu des champs en sarrasin. Alors, les abeilles sont bien heureuses d'être ici. Puis c'est un signe de santé pour la ferme aussi. S'il n'y a pas de mortalité, comme c'est le cas ici, bien, ça veut dire que les terres, pour eux, sont adéquates. Fait qu'en parlant de ça, c'est que toutes les terres ici autour sont certifiées bio, sur 1 000 par 1 000, si on peut dire. Alors, ça fait assez grand pour les abeilles et tout le cheptel qu'on a à nourrir, là. Comme là, ce que vous entendez, là, c'est les mamans là, qui me font signe qui aimeraient ça avoir plus de foin. Mais je suis encore en pâturage intensif, si on veut, ou contrôlé. Je leur donne un petit peu de pâturage à tous les jours pour que vraiment, ils ne fassent pas juste la sélection puis piétiner le restant. Donc, c'est un peu pour ça qu'elle chiale, celle-là, plus que les autres. Mais sinon, ils sont couchés, là, ils sont bien heureux d'être là. Là, on est en période de vêlage cette année. La problématique qu'on rencontre cette année, plus que les autres années, on a beaucoup plus de coyotes, autant dans le jour que de nuit. Alors là, de ce temps-ci, je suis obligé de ramener le troupeau à la ferme le soir et les faire coucher proche de ma chambre. Si jamais il y a un problème, je suis obligé de me lever et aller intervenir. Mais c'est ça, c'est l'inconvénient actuellement. Je n'ai jamais vu ça. Par le passé, j'ai déjà eu des veaux qui se sont fait attaquer par les coyotes, là, mais cette année, c'est remarquable. Quand je vais dans le champ, souvent, il y a des coyotes proches du troupeau. Fait que, vois-tu, ça, c'est un champ en pâturage intensif, comme je disais. Lui, ici, actuellement, il est en repos, puis dans environ 3 semaines, il va être en pâturage intensif. L'herbe va avoir eu le temps de pousser peut-être à 8 à 10 pouces de haut, puis je leur en donne graduellement. Fait qu'ils ont de l'herbe fraîche pendant tout l'été, aller jusqu'à la fin septembre. Ils se refont les énergies avant l'hiver, ce qu'on devrait faire aussi. C'est des palettes qui me sont envoyées pour les différents transports que j'ai. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont cassés. Ceux qui sont cassés, je vais les scier pour notre bois chauffage parce qu'ici, même si en guillemets, c'est pas bon pour l'environnement, qu'ils disent à Montréal, là, mais nous, notre façon économique de chauffer la ferme, c'est avec du bois, fait qu'on s'en sert beaucoup pour le chauffage. Et aussi, je m'en sers pour justement le bois de chauffage qu'on va aller chercher au bois. Je me fais des cajots, là, comme on va voir tantôt, pas loin de la cabane à sucre. Fait que je mets mon bois là-dedans à faire sécher là-dedans. Souvent, sur une ferme, tu as toujours un dépôt à quelque part qui est moins joli, j'en conviens, pour les pièces de différentes choses, des bouts de métal, des choses comme ça. Fait que, je te parlais des chevettes tantôt, bien, j'ai récupéré, vu qu'ils s'en fabriquent plus, j'ai récupéré des chevettes dans le temps pour être capable d'avoir des pièces, au moins, j'espère, jusqu'à temps que je meure. Puis d'ailleurs, ça, c'est l'empreinte écologique avec les véhicules. Moi, je suis plus de nature à vouloir conserver mes affaires le plus longtemps possible pour éviter justement l'empreinte écologique. Puis récemment, la semaine passée, j'ai sorti comment ça coûtait en termes d'eau, en termes de polluants, construire un véhicule, une auto ordinaire. Et j'en revenais pas. Je le savais, mais là, vu que j'ai les chiffres, je trouvais ça intéressant. Mais j'ai une minute, j'aimerais ça le publiciser pour montrer que le fait de garder nos véhicules le plus longtemps qu'on peut, on peut améliorer la conservation de la planète. Et je comprends aujourd'hui que tout le monde veut avoir quelque chose du dernier cri, pas juste dans les autos. Mais ici, moi, j'essaie de ramener aussi ce que j'ai connu dans la marine marchande, parce que sur un bateau, habituellement, quand un bateau est construit, idéalement, on le garde 40 à 50 ans. Alors, c'est un peu ça que j'essaie de produire ici.
Ça, c'est un champ là, qui va être en foin là, pour le pâturage l'hiver prochain. La coupe va être faite comme au fin août, début septembre. Fait que c'est un champ qui est prévu pour notre réserve de foin, si on veut, pour l'hiver prochain. On a un étang que j'ai aménagé il y a quelques temps, mais là, il est à sec à cause de la sécheresse importante. D'ailleurs, je pense que c'est une des rares sécheresses que je me souvienne qui est autant d'importance. De toute façon, je le vois, l'étang est en train de se vider. Elle ne s'est jamais vidée par le passé. Mais c'est quand même un étang qui est là. On a quand même des canards sauvages. On a des différentes espèces comme l'hirondelle qui n'était plus ici quand je suis arrivé. Dans les années 90, c'est revenu. Il y a beaucoup d'espèces. Le chauve-souris, j'ai vu souvent observer le chauve-souris le soir qui va s'abreuver juste en frôlant le dessus de l'étang pour aller se chercher de l'eau, et ainsi de suite. Ça, c'est un signe qui dit que si les grenouilles, il y a des grenouilles qui sont présentes, ça veut dire que l'eau est de qualité pour les grenouilles dans le sens qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. C'est ce qu'on m'a dit. C'est une façon, l'étang pour moi, de l'avoir aménagé, c'est une façon d'encourager la biodiversité parce que pour combattre différents prédateurs, des insectes ou autres, on a beaucoup de grenouilles aussi que je dois mentionner qui sont là au printemps et qui travaillent pour nous tout au long de l'été. Alors, puis toutes les autres espèces d'oiseaux qui viennent, là, ça c'est important. Puis ce qui est spécial, c'est qu'à l'automne, il y a un héron qui vient fermer la boucle. Il vient fermer la boucle en allant chercher des grenouilles et puis tout ça. Fait que c'est comme on a toute la chaîne alimentaire, pratiquement. Fait que quand j'ai commencé l'érablière ici en 91, 92, je faisais bouillir de l'autre côté, là, sur ma première terre, dans le stationnement, quasiment jour et nuit. Puis les propriétaires m'ont dit « Comment ça? » Ils disent « Tu fais bouillir de l'eau d'érable? » On n'avait pas d'érable chez nous. C'était des gens d'un certain âge, fait qu'ils n'avaient jamais été au bout de leur terre voir qu'il y avait des érables. Alors, c'est ces érables-là que j'ai commencé à entailler, puis graduellement, quand j'ai acheté l'autre terre en 94, on a agrandi un petit peu. Puis, avec le temps, les gens m'ont dit « Écoute, on va t'aider à construire une cabane à sucre. » Fait que c'est le résultat que ça a donné. Elle n'a jamais été construite assez grande pour les besoins actuels, parce qu'on fuse toujours des gens dans le temps des sucres, puis c'est dommage, mais c'est comme ça. Ici, c'est la partie bouilleuse. Là, c'est un petit peu à l'envers parce qu'on est en dehors des sucres. Mais si tu vois ici, on a le baril avec lequel je ramasse l'eau d'érable avec les chevaux ici. Ensuite de ça, on a une petite bouilleuse. Comme je dis, c'est artisanal. C'est une petite bouilleuse de 50 gallons. On bouille 50 gallons d'eau à l'heure. Et ça fait un sirop de très bonne qualité. Encore là, je le mentionne parce que le restaurant Toqué demande de notre sirop. Alors, juste peut-être tu ne le prendras pas à la caméra, mais quand j'ai commencé à bouillir dans le stationnement, là, ça te donne un peu d'idée avec ma petite fille qui est ici présentement, je pense qu'elle est arrivée tantôt. Mais j'ai commencé comme ça avec le carrosse, je bouillais dans la cour chez nous, puis graduellement, on a construit en 91, on a construit la cabane à sucre. Puis il y a eu une tornade de ceux qui vont se rappeler de ça à Masquinongé, puis on a eu des grands vents suite à cette tornade-là qui fait que ça a acheté la cabane à terre. On a reconstruit encore à niveau, on a déconstruit pour reconstruire, en tout cas ça n'a pas été évident. Mais ça a donné qu'on reçoit quand même 600 à 700 personnes en quelques fins de semaine seulement. On ouvre seulement avec le dîner sur les fins de semaine pour un repas bio. Les gens viennent d'un peu partout, je dirais dans le monde entier. Moi, quand je cuisine, c'est moi qui cuisine devant les gens avec un poêle ancestral qui vient des Sœurs de la Visitation à Lévis. C'est un poêle qui était destiné à la ferraille, et puis j'ai fait restituer, comme je disais tantôt, tout au long qu'on s'est parlé. J'aime beaucoup les vieilles choses, les préserver, et je l'ai fait préserver. Fait que la sœur supérieure du temps était super heureuse de savoir que son poêle avait une autre vie dans une cabane à sucre. Alors, on cuisine là-dessus notre prêt-à-manger aussi à l'année. Le printemps et l'automne, on fait du prêt-à-manger de notre clientèle, que ce soit des tourtières, des choses comme ça. Fait que c'est notre poêle qu'on sert. Puis ici, dans la salle, on reçoit, comme je disais tantôt, à peu près 60 personnes à la fois, où ce qu'on va servir aux tables et tout ça, tous des produits biologiques, là, que ce soit le ketchup, que ce soit les cornichons que je fais moi-même avec du vinaigre de cidre de pomme, le jambon, les saucisses qu'on fait à la ferme, mais il n'y a rien de comparable avec ici. Les gens se le disent. De toute façon, pour faire ça depuis 1992, c'est parce que ça doit être correct. Sinon, les gens nous auraient abandonnés. C'est bien sûr que c'est un prix de cabane qui n'est pas comme dans un autre prix de cabane parce que les gens commencent à manger à midi, puis tu commences à sortir de table vers 2h30. Puis il n'y a pas d'autres repas pour pousser les gens. Allez-vous-en, il y a un autre groupe. C'est vraiment un groupe. Puis c'est très gustatif, c'est-à-dire c'est goûteux, c'est bon.
Les gens prennent le temps d'être ensemble. Ce que j'ai remarqué, ce qui m'a bien gros touché cette année, c'est que j'ai retrouvé que c'était beaucoup rassembleur. Les gens aujourd'hui, dans notre société, prennent rarement le temps de se rassembler et d'avoir un événement heureux. Mais je trouve qu'ici, cette année, je l'ai vécu encore plus que les autres années. Les gens étaient vraiment heureux, contents d'être ici. Puis ils me disent tout, mais M. Clavet, allez-vous en faire encore l'an prochain, on veut revenir. Ben, je dis, on verra l'an prochain. Parce qu'avec la problématique des travailleurs, on n'a pas de facilité à trouver des travailleurs seulement que pour une fin de semaine, là, sur une court laps de temps, c'est-à-dire 2 fins de semaine. C'est un travail qui est assez rigoureux. Ça commence à 7 heures jusqu'à 8 heures le soir. Là, tout faire l'ensemble, c'est très demandant. Avec les taxes là, de mémoire, c'est environ 51 $ par adulte. Le pourboire est inclus, les taxes sont incluses. Fait que si enlève les taxes, enlève le pourboire, ben, ça va en bas de 51, mais il reste quand même, j'en conviens, qu'une cabane à sucre en temps normal, ça vaut 20-25 $. Le conventionnel, j'en essaye toujours 5-6 par printemps parce que j'aime la cabane à sucre, j'aime les repas de cabane à sucre, mais j'ai développé un repas de cabane à sucre typique à la ferme Le Crépuscule, avec les produits qu'on a. On commence à prendre des réservations en janvier, mais les gens commencent à appeler en novembre. On dit tout le temps, on va attendre, on va passer le temps des fêtes, puis on verra après. Puis ce que je te disais tantôt, c'est que les gens viennent un peu partout au monde, puis je le spécifie, je fais toujours rire les gens. Quand les gens sont ici, je fais toujours ma présentation avant le repas. Je dis, on est la seule cabane à sucre certifiée biologique au monde. Fait que là, les gens se mettent tous à taper des mains. Je dis, oui, mais il y a juste au Québec qu'il y a des cabanes à sucre, ou à peu près. Fait que ça resterait beaucoup. Mais il reste quand même que les gens apprécient. Puis j'ai eu différentes anecdotes, dont 2 personnes qui étaient en Europe. Puis ils se disaient, on s'en va manger dans une cabane à sucre au Québec. Ah oui? Mais nous autres ici, où vous allez à la ferme Le Crépuscule? Bien, j'ai réservé la même place que toi. Fait que c'est pour dire que même en Europe, les gens, on a beaucoup d'Européens qui viennent. On a eu des gens de l'île Maurice qui sont venus encore cette année. Des gens d'un peu partout qui se le disent, parce que quand ils arrivent au Québec en visite dans le temps des sucres, ils regardent un repas typique du Québec, où ce qu'ils peuvent aller manger. Fait que c'est ceux qui ont le choix d'aller dans d'autres cabanes à sucre, mais par l'information qu'il y a, parce que c'est biologique, d'après moi, c'est pour ça qu'ils choisissent de venir ici. Je sais que sur une ferme, c'est tellement, comme je disais tantôt, tellement difficile comme travail. Souvent, c'est du 8 jours. Moi, je dis maintenant que c'est du 8 jours semaine. C'est souvent les soirs ou des... Tu sais, quand c'est le temps de faire les foins, il faut faire les foins. Quand c'est le temps de faire un travail qui doit être là, ça doit être fait. Fait que le fait de me garder en condition physique par la course à pied, il y a d'autres sports, il y a d'autres choses qui existent. Il y a du yoga, il y a plein de choses, mais moi, je pense que c'est important pour les agriculteurs, comme tout le monde, de se garder en forme. Mais tout le jardin, que tu vois d'ici aller jusqu'en avant, ça a des longueurs de 50 pieds par peut-être 150 pieds au total. C'est qu'on s'en sert beaucoup pour nos saucisses, parce qu'on a une saucisse qu'on appelle une saucisse aux légumes. Toutes les saucisses qu'on fait ont une teneur en légumes, que ce soit du zucchini, que ce soit de la fève verte. En tout cas, il y a plein de légumes. Les viandes rouges, on va servir de la tomate. On a les fleurs d'ail, l'ail qui est là-bas. Là, on a tout récolté la fleur d'ail pour nos saucisses de la prochaine production. Fait que cette saucisse-là, quand on la mange, elle est quasiment complète parce que les légumes sont dedans, je dirais. Fait que c'est assez important d'avoir notre jardin ici. Puis les gens apprécient bien là, quand ils viennent. Nous autres, on trouve ça beau. Là. Souvent, ma blonde est assise et elle dit Jean-Pierre, regarde comment c'est beau. Elle dit c'est le paradis ici. Quand on est arrivé ici, c'était des champs partout. Il n'y avait pas de brise-vent, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien. Alors, moi, avec les années, j'ai laissé pousser la végétation. Puis parce qu'on a trop d'ouvrages, souvent, j'en échappe un petit peu. Puis on avait beaucoup trop d'ombrage dans notre jardin. Fait que ce printemps, avant de préparer le terrain, c'est moi qui ai la charge de préparer le travail du sol et tout. J'ai coupé beaucoup d'arbres, c'est pour ça qu'on a sorti les arbres rapidement du jardin. Puis avec le printemps, on a toujours plein d'ouvrages, ça n'en finit plus. Alors, c'est pour ça que les branches ont été sorties. Puis, mais là, cette année, on voit déjà le résultat. Les tomates, là, c'est pas mal mieux que c'était. C'était un quartier qui était assez ombragé, puis là-bas aussi. Puis là-bas, vous savez, on a 7 rangs de maïs pour consommation humaine, du 85 jours qu'on appelle. Le maïs, il vient 8 pieds de haut. Puis souvent, les gens disent que notre maïs est vraiment exceptionnel encore là parce que, je mets du compost que je t'ai montré tantôt. Quand je fais du compost de volaille, je mets ça où il y a les plantes exigeantes. Et puis, à ce moment-là, ça donne un maïs qui profite très, très bien. Puis le goût du maïs, ça fait des très belles épis à 85 jours de croissance, qui fait qu'on sort notre maïs, nous autres, vers septembre, fin août, début septembre, alors que tout le monde a mangé du maïs d'un peu partout. Puis là, quand il n'y en a plus, ou presque plus sur les fermes, le nôtre sort. Fait que je profite de cette occasion-là pour mettre en marché notre maïs. Puis ce qu'on ne vend pas, je le garde pour notre prêt-à-manger parce qu'on fait, par exemple, beaucoup de pâtés chinois.
Fait que tu vois, entre les rangs, là, moi, je passe la tondeuse, là, ça fait comme un pays naturel, si tu veux. Bon, on se promène là-dedans, c'est vraiment agréable. Puis où est-ce que les rangs, il y a un biofilm qu'on appelle biodégradable. C'est de la fécule de maïs qui se biodégrade et qui va empêcher, qui va nous aider avec la mauvaise herbe, parce que nous, à deux, on n'a pas le temps de tout faire, là. Parce que là, la récolte s'en vient. Déjà là, moi, il faut que j'embarque à faire des cornichons pour le temps des sucres, puis notre clientèle aussi, parce que dans le temps des sucres, beaucoup de gens veulent des cornichons. C'est vraiment un cornichon qui est recherché parce que c'est fait avec du vinaigre de cidre de pomme. Puis avec l'ail nécessairement qu'on a dans notre jardin, l'aneth qu'on a un peu plus loin, puis tout vient du jardin en fait. On laisse aussi le mauvaise herbe. Écoutez, la mauvaise herbe fait partie de la végétation aussi. Fait que le mauvaise herbe pousse sans nuire à ce qu'on a de besoin, trop. Mais en même temps, je pense que ça sert aussi pour éloigner. On n'a pratiquement pas de mouches à patates ici, alors qu'on a des plants de patates. Mais ils sont dissimulés avec la mauvaise herbe et tout. On a plein de choses. On a des plantes de compagne aussi. Ça, j'ai appris ça, comme je disais au début tantôt, avec Yves Gagnon et Diane Macaille du Jardin Grand Portage dans les premiers cours que je suivais à Saint-Gabriel de Brandon dans ce temps-là. Avec eux autres, ça a été mes premières instructions, si je peux dire, là. Fait que c'est ça que ça donne avec le temps, là. La ferme qu'on a ici, c'est issu d'un petit peu de tout. La ferme du Grand Portage de Yves et Diane, puis le rang Victoria, que ça s'appelait à Saint-Didas. Puis aussi toutes les mers que j'ai faites là, quand on est resté pris au Nicaragua dans le temps de la guerre en 1986. À un moment donné, ils ont vu qu'on n'était pas des gens très malins, fait qu'ils nous ont permis d'aller à terre. J'étais voir tout de suite, moi, vu que j'aime l'agriculture, j'étais voir ce qui se faisait comme agriculture, puis l'agriculture avait été beaucoup détruite par les Américains, par la surutilisation des terres pour le coton ou des choses comme ça. Fait que c'est toutes ces petites choses-là qui m'ont vraiment marqué, qui fait que je fais ça aujourd'hui. En 1974, une autre anecdote comme ça. Moi, je pensais qu'en débarquant dans le Grand Nord canadien, que tout était pur et limpide là-bas. Puis en débarquant, il y avait une grande pancarte en anglais qui disait « Défense d'allaiter vos enfants » en 1974. C'était écrit pour les Esquimaux du temps, parce qu'eux autres s'alimentent principalement. Ils s'alimentaient dans ce temps-là beaucoup avec les mammifères marins. Puis déjà, dans ce temps-là, les mammifères marins étaient intoxiqués par la mer qui venait d'un peu partout nécessairement. Puis il s'était interdit d'allaiter leurs enfants. Fait que toutes ces choses-là font que je fais ce que je fais ici maintenant. Puis comme je te disais au début du reportage, ici, j'essaie de ramener ce que c'était l'autre agriculture anciennement. Je vais le nommer pareil, là, dans les années 60, moi, ce que j'ai appris l'agriculture, je suis bien fier d'avoir fait tous les producteurs chez nous. Il y en a un qui s'appelait Eucharis Grégoire, il y en a un qui s'appelait Darius Sarrazin, un autre s'appelait Joseph Bernèche, un autre s'appelait Émile Grégoire. Eux autres, je les appelle mes parents de l'agriculture parce que c'est eux autres qui m'ont montré le plus souvent. J'étais ticu, là, puis j'étais bien tannant, j'allais chez eux tous les jours. Ma mère me chicanait dans le temps, t'es jamais avec nous autres, mais j'étais toujours chez eux autres en train de dire « Avez-vous d'ouvrage pour moi aujourd'hui? » Je n'étais pas payé nécessairement pour le faire, mais j'aimais tellement ça. C'est ce que je continue à faire aujourd'hui. C'est ici que toutes les commandes, une fois qu'elles sont préparées, ma conjointe les passe ici à la caisse. Une fois qu'elles sont préparées, c'est mis dans les sacs blancs comme ils sont ici. Ma conjointe met ça dans des sacs comme ça. C'est tout bien identifié, le nom de la personne, l'endroit où ça s'en va, parce que moi, quand je suis sur la route en train de faire la livraison, c'est important, on fonctionne par point de chute. Alors, c'est important que chaque sac soit identifié pour le point de chute en question où est-ce que je vais aller livrer. Fait que, comme je disais tantôt, en général, ça me prend de 8 à 14 heures une livraison par semaine pour distribuer tous les produits et la revente des produits qu'on a, comme je disais tantôt. Fait que, ici, c'est bien sûr que c'est la job la moins intéressante de la ferme où ce que les gens veulent passer du temps parce qu'il fait froid tout le temps, bien sûr, parce que c'est un congélateur. Et les gens disent tout que nous autres, on ne veut pas travailler au froid, il n'y a pas de fenêtre, etc., etc. Mais ça a l'air que je suis le seul à vouloir garder la job. Fait que c'est ici que je prépare les commandes. Comme tu vois, on a une partie du plan de toute notre réserve qui est là-bas. Notre plan de transformation est à Saint-Luc de Vincennes. On a sauvé d'une fermeture certaine un plan de transformation qu'il y avait là-bas à Saint-Luc, l'abattoir anciennement Massicotte, qu'on veut remettre en marche. Mais c'est notre plan de transformation qui transforme toutes nos viandes, quelles qu'elles soient. Une fois qu'elles sont transformées, elles sont envoyées ici.
Puis moi, quand je prépare les commandes, j'ouvre les tiroirs comme ça. Exemple, ça, c'est de la poitrine désossée. Ensuite de ça, je peux avoir quoi? Bon, des cœurs de poulet. Je peux avoir de la saucisse un petit peu plus loin. Ça, c'est quoi ça? Ici, c'est des cuisses, exemple. Deux cuisses par paquet. Ici, j'ai de la saucisse à l'eau doux. Fait qu'en général, parce que je sais où est mon matériel, en général, on va me prendre environ 5 minutes par commande, tout dépendant de la grosseur de la commande. Vois-tu, ça, c'est de la saucisse sans boyau, sans boyau extérieur, de la saucisse de poulet. Encore là, on voit la carotte, on voit les fines herbes, tout ce qui vient de notre jardin que je te parlais tantôt, on est en mesure de le retrouver là-dedans. C'est fait seulement qu'avec de la cuisse de poulet. Fait qu'une fois que la commande est faite, bien, comme je disais tantôt, je mets ça dans un panier, puis j'envoie ça à ma conjointe. Puis comme je disais tantôt, elle va mettre ça dans un sac comme ça, qui s'en va, exemple, celle-là s'en va à Boucherville. Mais il n'empêche que c'est de même qu'on fonctionne. Une fois que tout est prêt, bien, je vais livrer ça. Mais je veux quand même le dire, nous autres, ça fait la 6e année que, si on va sur le site Internet, on le voit, c'est une course, un cross-country que j'organise depuis 6 ans. Ici à la ferme. Question de joindre l'utile à l'agréable. Les gens viennent d'un peu partout au Québec venir faire le cross-country. C'est des sentiers que sur la ferme, dans le boisé, si on veut. Les gens vont courir partout. Puis après ça, bien, quand ils reviennent, il y a de la musique. Puis il y a aussi, après une course à pied, habituellement, les organisations donnent toujours un peu des breuvages, des aliments X, Y, Z. Alors moi, ce que je donne ici, c'est un petit peu à caractère d'un repas des sucres. Il va y avoir de la tire sur la neige, il va y avoir des fèves au lard, de la soupe au pois, des fruits. Il y a plein de bonnes choses après la course. Fait que ça amène les gens d'un peu partout au Québec pour venir faire cette course-là qui me tient bien gros à cœur à chaque année, en début novembre. Là. C'est un entre-deux entre le temps des fêtes puis l'automne. Fait que les gens, des fois, ils ne savent pas trop quoi faire. Fait qu'ils s'en vont à la ferme le crépuscule, faire une course. Des fois, il y en a qui vont le faire à pied, juste pour le plaisir d'être dans la nature. Beau temps, mauvais temps, on le fait pareil. Fait que c'est un autre côté que je donne, une autre dimension que je donne à la ferme.